Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de Parole. Comme chaque mardi, nous sommes ensemble pour 1 heure et aujourd'hui j'ai envie de vous dire qu'on va faire ensemble une plongée dans l'histoire des luttes ouvrières et dans l'histoire radiophonique de la Meurthe-et-Moselle, puisque j'ai la chance d'avoir autour de moi deux pirates des ondes. Janine Olmy, bonjour. Bonjour. Alors Janine Olmy, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Dans les coulisses des radios pirates. On va en parler avec vous pendant 1 heure. Effectivement. Pour retracer un petit peu l'histoire de la radio, comment elle s'est inscrite dans les luttes sociales et comment elle a été un outil aussi pour les revendications ouvrières. Et puis bien sûr, je ne peux pas faire une émission sur les radios pirates sans la pirate de RCN. Bonjour Ariel, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Moi j'adore replonger dans le temps, effectivement, qui n'est pas si loin. Non, pas si loin, c'est vrai. 70, 75, des radios, des vraies radios pirates, quoi. Et que sont-elles devenues ? Ça sera pour la fin. Oui. Voilà. Alors, pour moi, c'est une émission, somme toute, assez facile aujourd'hui, parce qu'il paraît que j'ai 2 pipelettes avec moi sur le... On en connaît un certain disque. Donc, à la limite, je vous passerai le plat, et puis je vous laisse vous servez comme vous voulez. Hein. C'est all inclusive aujourd'hui. Ok. Mais tout de même, revenons au tout début des radios pirates. Déjà, peut-être définir ce que c'est qu'une radio pirate, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les plus jeunes générations ne s'imaginent pas ce que peut être un pays qui contrôlait la diffusion radiophonique. Peut-être faire un petit point justement là-dessus sur comment ça se passait. Voilà, la France des années 50, puisqu'on va voir que la radio pirate a émergé dans les années 50. Alors, je me tourne vers l'une des deux. Qui veut démarrer ? Normal, oui. Allez, Janine. Ariel est certainement plus au courant sur ce sujet-là, mais enfin, moi, je vais venir avec ma petite connaissance. On était en situation de monopole, c'est-à-dire que c'était le monopole d'État qui a été renforcé par le général de Gaulle. D'ailleurs, c'était l'époque gaulienne et les autres ont suivi et personne ne levait le pied. Alors, j'ai raconté un petit peu, je ne sais pas si dans le premier c'était, parce que j'ai rajouté beaucoup de choses dans la réédition que j'ai faite. Ce qu'il y avait, c'est que ils avaient le mouvement socialiste qui avançait à l'époque, qui avançait sur le paysage politique. Le mouvement socialiste, il a récupéré, entre autres, et que moi j'ai noté dans mon bouquin d'ailleurs, une décision qui avait été prise au niveau international, mais je sais plus si c'était je pense que c'était européen. C'était un droit européen. C'était européen, qui disait voilà, on n'a pas le droit de s'arrêter maintenant avec l'évolution technique. On n'est plus dans les mêmes conditions. Il faut qu'on entende partout. Alors je pense qu'ils avaient dit ça au départ par rapport aux dissidents de l'URSS. Alors c'était en fait premier lieu. C'est ça, c'était la Convention européenne, article 19. Tout individu ne peut être inquiété pour ses choix de rechercher, de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai raconté là-dessus parce que après j'étais sur le terrain plus tôt, mais il fallait savoir connaître un peu les textes. Il fallait expliquer quand même un peu les textes. Alors je sais pas si dans le premier c'était la petite brochure, je l'avais déjà marqué. J'étais forte. Oui, tu as fait beaucoup de recherches aussi. C'est un boulot titanesque, les radios pirates, parce que les radios pirates, la première radio pirate, je crois que tu l'as noté également dans ton livre, c'est les années 50-52. Oui. C'était un prêtre. Oui, c'est le curé de ma paroisse, l'abbé, comment il s'appelait ? Malaisé. Gabriel Malaisé. Et il disait toujours, Malaisé, ça veut dire pas commode. Alors, ce qu'il avait, il inventait un tas de choses. À l'époque, alors il était assez, je vais dire, bipolaire, parce que d'un côté, il était très réactionnaire, et il est resté toute sa vie réactionnaire, mais quand il était dans un milieu ouvrier, et puis il y avait pas mal de grèves, il y avait le Parti communiste qui était prépondérant
dans le bassin de Longwy. Et lui, il y a eu des grandes grèves et il a fait la soupe. Il a fait au sens pas figuré, au sens réel. Et puis il a eu d'ailleurs, je crois que j'en parle un peu aussi, il a eu quelques problèmes avec sa hiérarchie à l'époque-là, avec la hiérarchie de l'usine à qui il répond, il explique son apostolat, sa démarche. Il explique sa démarche. Et moi j'avais 12 ans et je me souviens que j'ai ouvert on avait la radio, on écoutait que ça d'ailleurs, il n'y avait pas la télé. Oui. Alors j'écoutais la radio un dimanche et puis tout d'un coup j'ai entendu la voix du Malaisé. Alors ça m'a fait drôle, on était contents. Et puis alors ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 8 jours, 8 jours, peut-être 15 jours. L'évêque est venu sonner à sa porte, enfin pas réellement, mais fictivement, parce qu'il s'était fait taper sur les pattes par le pouvoir. Et il a dit, Gabriel, il faut que tu arrêtes tes conneries, en gros. Et puis le curé a dû redescendre tout de suite. Il avait mis l'antenne sur le clocher de l'église, c'était facile. Et alors, peu personne ne s'en rappelle. C'est pour ça que moi, comme j'ai pris un grand âge maintenant et que j'ai vécu ça, j'ai dit tiens. S'il faut le dire. C'est vraiment une des premières qu'on a connues. Moi, je n'étais pas encore sur Terre, mais c'est vraiment une des premières. De Radio Pirate, c'est ce curé avec son antenne sur le toit. Et en fait, pourquoi il avait fait ça? C'est parce que les ouailles, de moins en moins, désertaient l'église. Il s'est dit, bon sang de bonsoir, je vais trouver la solution. Et la solution était bonne. C'est ça. Il était inventif. Et le départ était là, des radios pirates. Alors là, on parle que de la Lorraine, bien sûr. Oui. Mais de la Meurthe-et-Moselle même. Meurthe-et-Moselle, oui, plus précisément, dans ton livre, c'est vrai. Oui. Les 4 radios qui ont surgi en Meurthe-et-Moselle. Ouais. Voilà. Alors on va revenir sur ces 4 radios, notamment Radio Mirabel. Qui est né dans 1978, je crois. Oui. Alors, on a la chance, Ariel, que tu sois là, parce que tu as contribué à faire émerger cette radio pirate. Ouais. Alors, juste avant peut-être de parler de Radio Mirabel, je sais que vous préférez parler de radio pirate. Quelle est la différence entre radio pirate ou radio libre? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que... C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Parce qu'on retrouve le terme un peu différent. Radio libre, radio pirate, radio de lutte, radio ouvrière, ça dépend peut-être du point de vue. Oui, parce que même la CFDT, l'organisation CFDT, il y en a certains qui appelaient radio libre, mais pas tout le monde, parce que cette radio-là, elles ont été faites alors que l'usine, elle fermait. Une usine quand même qui a supprimé 15 000 emplois. Quand on dit maintenant, il y a tel établissement qui supprime 250, c'est un drame. Mais là, 15 000 emplois, c'est toute la vie d'une région. Et la radio qui allait raconter ça, qui allait s'inscrire sur ce contexte, c'était pas, on pouvait pas dire libre parce qu'elle allait pas parler de la liberté. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. Mais moi, à l'époque, j'étais syndicaliste déterminé. C'est autre chose. C'est les mêmes combats. C'était ça. Et après, libre, je voulais pas, moi, qu'on l'appelle la radio libre. D'ailleurs, la CGT voulait, qui a été à l'initiative de la radio Cœur d'Acier de Longwy, c'est la CGT confédérale, ne voulait pas qu'on dise radio libre, et c'était la radio de lutte. D'ailleurs, il y a radio de lutte, il y a eu plusieurs radios. Oui. Il y a eu plusieurs radios à l'époque. Tu avais radio musicale, tu avais radio de lutte, de diverses couleurs, diverses mouvances. Maintenant, c'est complètement noyé dans la masse. Tout à fait. Et Radio Mirabel, c'était une radio de lutte, cette mouvance-là. Donc, au départ, tu poses la question radio pirate. Radio pirate, c'est quand tu n'as absolument pas le droit d'exister et que tu as tous les 5 minutes les RG sur le dos. C'est ça. Donc, on se débrouillait avec des copains pour avoir un petit émetteur qui faisait les pâtés de maison. C'était vraiment... on n'avait pas grand-chose, mais à l'époque, les premières émissions, c'était à Rosières-aux-Salines, dans notre appartement. Avec les Châtelet, le groupe Les Châtelet, ça c'est pour les anciens qui s'en souviennent. Alors on faisait des émissions de 5-10 minutes, même pas des fois 5 minutes pour pas être repérés. Mais enfin, ils savaient très bien où on était. Mais déjà à l'époque, alors là on parle de 77, déjà à l'époque, les RG savaient très bien que Mitterrand allait lâcher en 81. Salut tout le monde. Et on dit salut aux gens qui passent dans les studios. Oui, c'est pas très radiophonique. Non, c'est pas très radiophonique, mais on s'en fout. Moi, je l'ai fait à la pirate. Voilà. Donc, je suis restée
resté d'ailleurs de cet esprit-là, je suis restée comme ça. Mais je sais. Mais tu sais, quand je t'invite, je sais très bien que je perds le contrôle de cette émission. C'est pas... Donc, il savait très bien qu'à 81, Mitterrand allait lâcher l'affaire. Mais en attendant, ils faisaient leur boulot, quoi. Ouais. Et il est arrivé, et ça, c'est des anecdotes incroyables. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup bourlingué, on changeait d'endroit à chaque fois pour pas se faire repérer. On a été chez Cuny, le restaurateur Cuny. Donc, je t'ai filé la photo, là, que tu vas pouvoir mettre, qui nous... lui était dans son genre aussi... très, très réactionnaire, d'un autre côté. Ouais. Mais pour cette cause-là, on était copains. Et Hergé qui nous téléphonait disant « les amours, là, aujourd'hui, vous ne sortez pas, parce que nous, on va sortir. Alors, vous sortirez demain, parce que nous, on ne sort pas. On a autre chose à foutre que de vous faire chier, parce que de toute façon, en 80, d'ici quelques années, ça va être bon. » Hein, ouais. Donc, allez, soyez cool, hein, nous on a autre chose à faire. Donc, ils étaient pas complices, mais assez tolérants quand même. Mais il y en a quand même qui se sont fait pincer, qui ont terminé 48 heures quand même en garde à vue. Et ça, c'est pas Radio Mirabel, ça c'est Radio... Ça y est, je m'en souviens plus. Ça y est, j'ai les sous les yeux. SOS, voilà. SOS Emploi. Ça, par contre, oui, parce qu'ils bougeaient autrement, c'était très politisé. Nous, on était gentils, Radio Mirabel. On existait, on n'avait pas le droit d'exister, mais on existait quand même. Bon, alors, on est énervé parce qu'on était là, mais on n'était pas très trop militants. Après, sur l'autre radio, c'était autre chose. On tâtait le terrain. Ouais. Alors, tu l'as fondé avec ton compagnon de l'époque, Alain Genet. Mais comment ça vous est venu? Comment ce projet de radio pirate vous est venu? Puis... en sachant qu'en Angleterre, il y avait des radios pirates. Pour nous, dans le monde, ça existait. Et mon compagnon à l'époque, qui était un libertaire, m'a dit bon sang, mais il faut y aller, quoi. Et très vite sur Paris, après, ça a suivi. Donc ça a commencé comme ça, avec certaines conséquences quand même, parce que moi, j'étais un peu en retrait parce que j'avais des enfants quand même. Donc, je ne pouvais pas trop y aller. Il fallait quand même quelqu'un qui restait à la maison, pas toujours être en tu planquais l'émetteur sous le couffin. Si. J'ai impliqué ma fille. C'est ça, faut pas se faire rigoler. C'était extraordinaire, moi. Alors, en 77, j'avais 22 ans. C'était extraordinaire. Moi, ma plus belle histoire d'amour, c'est les histoires... Enfin, c'est ces deux radios que j'ai créées avec toujours le même compagnon. C'est donc Radio Mirabel avec Marcel Cordier. N'oublions pas le grand Marcel Cordier, effectivement, qui était de la partie. Il est toujours là. Il est toujours là. Ça fait un peu salonter les auditeurs, mais c'est important parce qu'on se rappelle des souvenirs. Mais vraiment, la vraie radio militante, et on en parlera après, ça a été Radio Graouli. Là, celle-ci a été militante, sacrément militante. On avait un peu plus d'expérience à Metz, un peu plus. Radio anarchiste, voilà. Et pour une radio anarchiste, j'ai quand même eu le premier emploi d'État. Comme quoi. Ouais. Mais alors, tu dis que vous faisiez des émissions comme ça épisodiquement de quelques minutes. Vous traitiez de quoi et comment quelle différence? Qu'est-ce que vous apportiez justement de plus qu'une radio classique? C'est sur les thèmes abordés, sur les thèmes abordés, comment on les abordait. C'est ce qui a fait que Mitterrand lâchait l'affaire, c'est que les radios associatives, enfin, oui, ils appellent ça, c'était radios libres, existeront. Après, c'est devenu radio associative et après, toutes les merdes qui ont repris les fréquences, excusez-moi le vocabulaire, mais pour moi, c'est ça. Ils ont bien attendu qu'on se fasse casser la gueule, puis après, ils ont repris quand c'était fait. Sûr. Mais bon, c'est toujours comme ça, les gueules cassées, il y en a toujours eu. Donc, j'ai perdu le fil. Excuse-moi. Sur le type d'émission que vous produisiez. Donc, c'était des personnes qui, au grand jamais, n'auraient eu l'antenne, que ce soit Radio Luxembourg ou Europe 1. À l'époque, c'était ça. C'est même pas France Bleu, puisque France Bleu est arrivé un peu après. Pas. Donc, parler dans un micro, pas de tout, de politique, la chanson, la vie, quoi. C'est un peu ce que fait RCN. Pas du tout professionnel. Alors, ça va sans dire. Parce que, dommage, je n'ai pas conservé les cassettes, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. Alain Genet, qui est parti travailler comme reporter à RFO, l'île de la Réunion, les a pris pour m'embêter, j'en suis sûre. Bon. Et c'est dommage, on aurait pu écouter, mais juste un petit extrait, c'était... Hello, tout le monde est là, on écoute. Mais c'était écouté, parce que ça y est, ça arrivait. C'est ça, et Lorraine Cœur d'Acier, c'était pareil. Moi, j'ai un quadruple CD de Lorraine Cœur d'Acier, et c'est dommage...
je pensais pas que c'était aujourd'hui l'émission, enfin peu importe, on pourra réécouter. Pour nous maintenant, c'est inaudible, quoi. Ah oui. C'est inaudible. C'est... Allô les copains, vous m'entendez? Oui, mais on t'entend, Gaston, tu peux y aller. C'était ça les débuts, c'était les balbutiements, de ce que nous allions devenir par après. Alors, un an plus tard, en 79, naît justement Lorraine Cœur d'Acier. Vous en parlez abondamment dans cet ouvrage. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de cette radio. Et puis justement, on parlait de radio de lutte. Là, on est dans une autre dimension justement que Radio Mirabel, où la lutte sociale s'inscrit pleinement dans l'histoire de la radio. Alors, je vais parler de radio... Lorraine Cœur d'Acier. De Lorraine Cœur d'Acier, effectivement. Mais avant Lorraine Cœur d'Acier, il y en a une autre. C'est la radio de la CFDT. Oui. C'est de la section CFDT. Alors, c'était dans le contexte de lutte des 15 000 emplois supprimés dans le bassin de Longwy, effectivement. Et c'est le 10... Enfin, je note les dates, mais moi, je retiens plus les dates comme ça. Il faut que... ça doit être le 10 décembre... Le 16 décembre 78. Le 16 décembre 1978, la radio... Mais alors, c'était une radio des bois. Et j'ai eu la chance d'interviewer, alors sur le tard, un peu avant de refaire ce bouquin, un des responsables qui s'appelait Karl, et il s'appelait Marc Dauge. Alors c'était un original, un gars célibataire. Quand j'étais chez lui, j'ai eu peur parce que je suis arrivée, il est dans une maison à Gourincourt, encore Gourincourt-Longwy, Gourincourt qui était la cité ouvrière de Longwy. Et il était en haut des escaliers, il avait 3 chiens qui me gueulaient après. Et moi, j'avais peur de monter. Enfin, je suis montée là, j'avais pas mangé parce que j'avais pas eu le temps. Il me dit, t'as pas mangé? Je dis non. Il me dit, tu veux l'apéro? Je dis, oh bah oui. Il m'a servi un verre de martini, alors martini ou whisky, un verre de martini dans un verre sale. Lui, il a pas arrêté de picoler. Mais enfin, ce qu'il y avait d'exceptionnel, c'est que le gars-là, qui n'avait pas de femme, enfin qui était un électron libre, eh bien, le soir, une fois qu'ils avaient fait leur radio que personne n'entendait, ou pas beaucoup de monde n'entendait, il l'avait retranscrit à la dactylo. Il avait fait la dactylo, il avait retranscrit toutes les émissions. Oh bah dis donc, pour moi, pain béni, hein. Alors donc je lui ai dit, tu me passes tes, il me les a prêtés, il est mort maintenant, hein. Il me les a passés, je les ai ramenés à la maison, j'ai pris ce qui m'intéressait, et ça c'est toute une partie de mon livre intéressante où on a les témoignages. Ce qui a été intéressant, parce que comme ils savaient qu'on les entendait pas trop avec la radio, ils allaient interviewer les gens sur le terrain. Et voilà. Ça, c'est ce que ne faisait pas LCA. Donc ça me fait un peu maintenant le barreau de chaise pour tomber sur LCA. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir sur LCA? Eh bien, comment est-ce que LCA, la radio Lorraine Cœur d'Acier, a émergé? Et surtout, comment est-ce que les luttes sociales s'inscrivent justement dans l'histoire de la radio? Parce qu'on est dans une autre dimension, ce que je disais par rapport à Radio Mirabel, où là, on a vraiment toute cette histoire de la mémoire ouvrière aussi qui s'inscrit là-dedans, parce qu'on est en plein contexte aussi de désindustrialisation, la fermeture des hauts fourneaux. De toute façon. Alors voilà, moi, à l'époque, je faisais partie du collectif confédéral qu'on appelait Propagande à l'époque. C'est ça. Et on travaillait là-dessus. Ça faisait, on nous avait un peu mis le pied à l'étrier, mais sans vouloir aller au bout. Véritablement. Et quand il y a eu la lutte de Longwy, ce qu'il y a eu, alors ça c'est mon avis personnel, comme la CFDT était, la CGT était un peu encalaminée dans le Parti communiste. Ils avaient des liens très forts. Il y avait c'était le Parti communiste qui dirigeait véritablement. Absolument. Avec les militants et tout ça. Et le Parti communiste, il venait d'avoir un député et il voulait la lutte, mais montrer une lutte responsable, politique, machin, tout ça. Et la CFDT, alors donc, nos gars, ils étaient coincés un peu, nos gars, nos militants. Ils savaient pas trop quoi faire. Ils étaient toujours, s'ils faisaient quelque chose, on les critiquait là. Ils étaient critiqués par les travailleurs parce qu'ils faisaient pas assez. Ils étaient très critiqués par le parti. C'était embêtant. Et c'est là que, pour les décoincer, la Confédération a dit, si on mettait une radio. Mais alors, la CFDT avait déjà sa radio. On s'est inscrit dans les pas de la CFDT. Mais nous, on a dit,
dit, attention, nous, ça va pas être une radio clandestine. Nous, on va faire ça au vu et au sud de tout le monde, de la population et tout. La radio, elle sera permanente et elle sera dans un local de la mairie protégée par la population, les travailleurs. Faut dire que là-bas, à Longwy, à l'époque, tout le monde, toutes les municipalités étaient communistes. Alors, je crois qu'ils ont bien joué finalement le pouvoir parce qu'ils se sont dit ça va encore augmenter et puis alors il y avait une grande solidarité qui s'est organisée et alors ce qu'il y a eu c'est que Lorraine Cœur d'Acier, pourquoi on l'a appelée Cœur d'Acier? Alors, c'est Maurice Villaume, qui était le secrétaire de l'Union départementale, qui, on avait fait des affiches en marquant pour que vive la Meurthe-et-Moselle, il lui faut un cœur d'acier. Et c'est comme ça, c'est moi qui l'ai proposé à Tria. Ah bah bravo. C'est moi qui, on s'était réunis un peu avant. Et puis, il m'avait dit, comment on pourrait, alors, il cherchait, lui, il devait déjà avoir son idée. Alors j'ai dit, nous on propose radio Lorraine Cœur d'Acier. Et le Tria a répondu, j'aime pas trop ça, c'est un peu dur. Ça, je m'en souviens. Il m'a dit, c'est un peu dur. La lutte était dure. Oui, mais lui, il n'était pas, on verra après qu'il n'était pas dans la démarche là, mais là, à l'époque, on ne savait pas. Et alors, il m'a dit, c'est un peu dur. Je dis, je sais pas, c'est l'idée qui, tu sais, moi, je n'avais pas tellement défendu. On était très, très néophytes, et puis on n'osait pas trop la radio, tout ça, surtout moi. Et finalement, il a dit, allez. On y va pour Radio Cœur d'Acier. Oui, faut rappeler qu'on sort, on était jeunes à l'époque, on sort, de Gaulle, ça fait plus longtemps, d'une éducation aussi très très stricte. Oui, tout à fait. Donc ça, quand tu te retrouves avec ça dans les pattes, c'était dément, quoi. Dément, c'était dément. Tu croyais pas à cette liberté-là, que ça pouvait arriver. Et pourtant, si. Oui. Et pourtant, si. Oui. C'est grâce au peuple, de toute façon, en ce qui concerne les luttes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se décourager. Et alors, tout le monde a été étonné, parce qu'au départ, on croyait qu'on allait déloger. Et puis finalement, ça a duré. Alors le problème, c'est qu'au début, on était très lutte. C'était les gens du cru, les travailleurs, les CGT de Coco qui venaient à la radio pour parler. Mais alors c'était un petit peu répétitif. Et le Marcel Tria. Alors ce que moi je trouve, je reproche pas, mais ce qui s'est passé dans la radio LCA, et je crois que sans avoir compris pourquoi, c'est pourquoi on a eu quand même des dissidences. Il y a eu des grandes dissidences dans la CGT à ce propos-là, parce que Marcel Tria, lui, il a transformé la radio. C'était 10 ans après 68. Alors 68, on se battait dans un contexte de société, c'était la société. Et là, c'est devenu sociétal. Au lieu de parler de la sidérurgie, parce que sans doute, il se disait, on va tomber dans rien du tout. Lui, il a impulser le sociétal. Alors, on a commencé à avoir des femmes qui venaient à la radio, ce qui était bien, mais alors ce qui a été... Déjà là, ça a été compliqué, parce qu'il y avait les femmes qui travaillaient. Au début, il a appelé les femmes syndicalistes, mais comme elles n'avaient pas grande voix non plus à Longwy, le tour a été vite fait, et après, il y a eu les femmes qui travaillaient pas. Alors là, ça y a été, et il y a eu la bisbille entre les femmes qui travaillaient et qui travaillaient pas, mais bon, c'est pas trop apparu pour Alors, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une première voix LCA, c'était moi. C'était normal puisque c'était la CGT. Mais le Marcel, il avait déjà dans la tête de transformer la radio de la CGT en instrument pour lui, parce que c'est quand même un journaliste, et puis il fallait... c'était peut-être pas facile, sa carrière. C'est ça. Et d'ailleurs, journaliste qui a attiré des journalistes parisiens. Voilà. Énormément. Énormément, ils ont foutu un peu le bordel. Alors ça, moi, j'y étais plus parce que j'ai été la première voix. Il a fait une cassette, tu parlais tout à l'heure, où c'est lui qui ouvre la radio, alors que moi, j'ai l'article du journal. Mais à l'époque,
Je me suis pas battue là-dessus. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais parce que moi, le journal, je le regardais même pas. Moi, j'étais, on fonçait, on avait le drapeau brandi, on s'occupait. Moi, je m'occupais que de ça. Après, j'ai dit quand même, si tu avais été un peu plus réfléchi, tu aurais quand même regardé dans la presse le lendemain. On regardait pas. Moi, j'ai pas regardé. Et c'était dans la presse le lendemain. Oui, on manquait de maturité. Mais on l'a fait, mais on manquait de maturité. Quand tu reviens, effectivement, quand on parle comme ça, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Ben non, on savait pas, on pouvait pas. Donc, on pouvait pas. Par contre, on a existé. On a pris le risque d'exister parce que alors, à mal quand même. Hein. Alors, ce qui s'est passé au niveau syndical, c'est que lui, il voulait, c'était une radio libre qu'il voulait, et au niveau syndical, on voulait, national déjà, mais l'ensemble de la CGT, on voulait une radio de lutte. Alors, il s'est greffé là-dessus une opposition. Alors maintenant, je peux en parler parce que c'est Guy, depuis, il a écrit Résister, et puis c'est bien évident dans ce qu'il a écrit. Moi, avant, j'aurais peut-être pas dit parce que j'avais l'esprit d'organisation. Il y a eu une grande lutte de pouvoir entre Segui et Krasuki. Et le Krasuki, c'est lui qui a brandi le drapeau de lutte. Alors nous, on était un peu entre l'un et l'autre, on avait du mal. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, en 80, ils ont quand même fonctionné un moment. On a cherché, enfin avec Henri Krasuki puis la CGT départementale dont moi, à transformer, parce que comme on n'arrivait pas à s'en sortir avec la radio de Longwy, à transformer l'intérêt en ouvrant une radio sur Nancy, qui était syndicale, qui était une radio de lutte, qui était toujours sacrément imbécile sur le plan de l'efficacité. Hein. Et en plus, au lieu de la mettre au du lièvre comme vous, où on l'a mis dans les bureaux de l'Union départementale de rue de Rouen, l'ancienne maison du peuple, exact. Où que déjà non seulement on nous entendait pas, mais en plus ça n'avait rien. Alors effectivement, au bout d'un mois et demi, eh bien, on a été délogé manu militari, brutalement par les. Nous, on a été déménagés. La radio de Longwy a jamais été, mais nous, au bout d'un mois et demi, j'ai passé moi la nuit avec 40 autres de mes camarades, la nuit au boulevard Lebeau. On a été retenus au boulevard Lebeau. Ils m'ont libéré à 4h du matin, mais ils ont conservé 9 de nos camarades qui ont été à Charles III et qui sont passés après au tribunal, quoi. Je me souviens, c'était dans la cour à la cour d'assises, et ils avaient fait et Henri Krasuki est descendu. Et il est intervenu en relevant sa manche parce qu'il avait été déporté, en montrant son numéro, et puis il a fait tout le cinéma, quoi, en disant hier je défendais la liberté, mes camarades aujourd'hui défendent la liberté. Alors ça a un peu impressionné les juges, mais ce qu'il y a eu surtout, c'est qu'ils n'ont pas trouvé l'émetteur. Et l'émetteur était là, parce qu'on a émis. Il n'était pas caché, Empire. Alors ça, je l'ai su récemment. Je l'ai su récemment. Il était dans un coin avec une couverture dessus. Là, parce qu'on n'avait pas eu le temps on s'est pris des grenades, des grenades. Je montre même comment la maison de Charles Keller, la maison du peuple, comment elle a été arrangée par la grosse porte en chêne défoncée. Enfin, c'était assez. Et au bout de 8 jours, ils ont été ils sont passés au tribunal. Pardon. Et ils ont été, alors nous, on n'était pas sûrs, mais on avait une grosse concentration de gens qui étaient venus les soutenir dans cette petite place. On était dans une souricière. Il y avait les CRS de l'autre côté. On disait, oh là là, si jamais on veut fiche la cour en l'air, on va avoir les CRS. On avait peur. Et puis, à 5h du soir, ils sont libérés. Alors, ils sont libres parce que je crois qu'ils n'avaient pas trouvé
le corps du délit, ils l'ont pas trouvé. Il me semble que ça a dû jouer. Alors ils ont été libérés à 11h du soir. Alors je raconte ça. On était dans la rue de Rouen. Il y a un gars qui a sorti une guitare et qui a inventé une chanson pour l'occasion. Oh bah tiens, à propos de chansons. Oui, justement, si je peux me permettre, j'allais y venir. C'est une chanson de lutte qui passait beaucoup sur les radios pirates à l'époque. Ça, c'est une chanson de Michel Fugain, Le Chiffon Rouge. Je vous propose de l'écouter. On fait une petite pause. Bah oui, on peut même le chanter. Et puis on continue ensuite l'histoire des radios. Je te dirai quelque chose pour Le Chiffon Rouge après. Ouais. Le livre, les auditeurs, à lire, s'il vous plaît. Alors, si la caméra se pointe vers là, voilà. Le livre Dans les coulisses des radios pirates de Janine Olmy, aux éditions Lamarck Gonod. C'est comme dans la vie, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Pour les radios, c'est pareil. C'est pas émerger un jour comme ça, alors comme une petite fleur. Cette chanson, Les Chiffons Rouges, elle n'a pas été choisie au hasard. Elle s'inscrit aussi dans l'histoire de Lorraine Cœur d'Acier. Peut-être tu voulais dire un petit mot, Ariel, justement, sur cette chanson ou Janine, une des deux. Oui, c'est ce que je disais. C'est l'histoire des gens qui ont lutté pour les radios libres, pour les radios, ce qu'elles sont devenues maintenant, quoi. Bon, on pensait pas aller si loin, avoir autant de résultats. Il fallait... il y a eu 68, et après il y a eu ça, c'était extraordinaire, quoi. On pouvait parler, on pouvait s'exprimer sans que ça fasse des misères quand même. Alors, moi, j'ai une petite anecdote à propos de l'origine du chiffon rouge. Ouais. Oui, parce que j'ai rencontré des gens
elle a été découverte au Havre. Voilà, au départ avec un député communiste d'ailleurs. Et les gens, alors je ne sais pas, les syndicalistes m'ont dit que c'était un prêtre, ça venait des milieux chrétiens. Parce qu'à l'époque, après le Vatican II, il y a eu toute une frange de l'Église qui est devenue la frange ouvrière. Et moi, j'ai fait partie de l'Action catholique ouvrière à l'époque. Et c'était les curés. Et ça doit être vrai parce que, je le raconte d'ailleurs dans mon bouquin, la première fois qu'il a été exprimé à Longwy, publiquement, ça a été quand José Bourguignon, qui était à son décès, à son enterrement, sa messe d'enterrement, que c'était un des prêtres qui s'occupait des ouvriers, enfin qui était inclus dans la classe, qui s'était inclus dans la classe ouvrière, et que j'ai bien connu, à son enterrement, à sa messe d'enterrement, ils ont chanté le chiffon rouge pour la première fois, et il est mort 5 ans avant. Alors je voulais peut-être donner un autre petit renseignement que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a 8 jours. J'ai découvert un livre d'un monsieur qui s'appelle Amin Malouf, qui parle du grand bouleversement. Et le grand bouleversement, selon lui, mais il a des éléments pour ça, c'est 1979 précisément. Tiens donc. Alors on s'en rappelle plus, l'avenue de Margaret Thatcher, le Khomeini en Iran, le Khomeini en Iran, l'autre aux États-Unis, avec son actrice là, Kennedy, non, pas Kennedy. Avec son actrice. Le nom m'échappe. Enfin bref, il y a eu toute une transformation. Et puis là, Margaret Thatcher, parce que au départ, c'était le mouvement populaire qui avançait. Et là, c'est la réaction libérale qui a repris le dessus. Il appelle ça le grand bouleversement. Et moi, j'ai dit, tiens, finalement, peut-être que ceux qui ont organisé à ce moment-là, la disparition de l'usine de Longwy, alors ça c'est après mes folies, hein, ça s'est peut-être pas passé de cette façon-là, eh bien ils se sont dit c'est peut-être le moment, puisque eux ils sont au courant, mais nous on savait pas ça. Quand le grand bouleversement, quand j'ai vu ça, j'ai dit mince, il y a quand même une similitude, non? Non, on ne tape pas du poing sur la table. Ah, pardon. Ah oui. Je sais bien que comme moi, tu argumentes aussi. Mais bon. Après, ça fait des ordres à l'écoute. Ah, d'accord. Enfin, voilà ce que je voulais, la petite fleur que je voulais rajouter à mon bouquet de paroles. Mais cette chanson-là, elle est d'une force incroyable. Pour les gens de lutte, c'est une chanson que je dédicace à tous les gens qui manifestent dans la rue. C'est vrai. C'est vrai. Et maintenant c'est fini, on la chante plus. Je vois pas depuis. Maintenant on lâche rien. Mais on lâche rien. Maintenant, c'est transformé par ça. Mais il n'y a pas longtemps, on la chantait encore. Seulement, c'était aussi une chanson dans une époque d'espoir, où d'arrivée de la gauche au pouvoir. Alors, c'est aussi... oui, c'est ça. C'est ça aussi. C'était ça à l'époque. Maintenant, c'est des marches de désespoir. Voilà. Mais qui peuvent faire mourir beaucoup d'espoir aussi. Et moi, j'y vois un prémisse dans ce bouquin, dans les luttes qu'il y a eu, je vois un prémisse aux Gilets jaunes. Hein. Bien sûr. Parce que c'était déjà le début. Il y avait, tout le monde n'était pas d'accord que la lutte alors, il y a des choses intéressantes qu'en particulier la CFDT a fait, pas parce qu'ils étaient plus malins, mais parce qu'ils étaient plus libres. Ils ont fait venir Johnny Hallyday dans l'usine. Ils ont été le kidnapper à Metz dans son tour de chant. Il a bien voulu être kidnappé. Oui,
il a accepté, il n'était pas bête. Il a fait ça veut dire qu'il n'était pas bête. Que non. Et alors, je vais projeter, pour essayer de faire un peu des conférences là-dessus, je vais projeter un certain nombre d'images d'époque que j'ai retrouvées, y compris Johnny Hallyday à l'usine. Moi, ça m'a fait retourner dans le cœur. Hein, parce que... tu sais, excuse-moi, je reviens, on parlait des journalistes tout à l'heure. Bon, ça faisait, comme on dit maintenant, le buzz dans toute la France, cette radio-là. Oui, elle a fait quand même. Autant Mirabel est passé à côté parce que ça valait pas le coup, je conçois, mais celle-ci, parce que c'est une radio de lutte. Ils ont fait aussi journalistes, mais ils ont fait beaucoup de mal aussi à l'intérieur de la radio. Ils ont fait beaucoup de mal parce qu'ils ont voulu éduquer les gens. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on éduque quelqu'un à parler comme un journaliste quand déjà le gens du peuple, il vient, déjà c'est pas facile. Ça m'a toujours beaucoup déplu. Et moi, quand j'aurais créé après Radio Mirabel, après Séjour en taule, là aussi, à cause de Radio Mirabel, un peu l'histoire on est allé sur Metz, on a créé Radio Graouli-Metz, me suis toujours, moi je dis les journalistes, rien du tout, stop. Bien. Stop. C'est les gens du peuple qui viennent parler, c'est pas ceux qui, soi-disant, savent. Bon, maintenant, ça a changé, c'est sûr. La bonne musique. Il y a eu la bonne musique. À un moment donné, on avait un gars qui était à la manœuvre, là, qui s'appelait Léonard Rizzu et qui était bègue. Et il avait énormément d'humour. Il avait dit là, Radio LCA, c'est la seule radio au monde qui a embauché un speaker bègue. Mais tu viens de tout dire, là. Ouais. Tu viens de tout dire. C'est-à-dire que là, les gens qui n'auraient jamais pu aller dans une radio parce qu'ils s'exprimaient mal ou qu'ils étaient bègues, là, ça y est. Mais alors attends, la suite, et ça c'est raconté dans les cassettes que j'ai retrouvées. Ce Léonard, comme il était au mixage, c'est lui qui était chargé de mettre la musique. Oui. Un jour, il a mis Claude François. Oui, quoi. Horreur et damnation. Le Tria lui a dit, alors elle s'est passée à l'antenne, il a dit mais Léonard, à quoi tu penses? Mais franchement, c'est une radio. Voilà, c'est une radio. C'est pas des chansons. C'est populaire. Il faut que c'est pas de la bonne musique. Et lui, il a dit. Mais quand même, il dit, c'est les gens qui le demandent. Il a dit, mais tu dois leur expliquer. Ah bah ça, je l'ai, moi. L'éducation. Tu dois leur expliquer que c'est pas de la bonne musique. Oui. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais tu peux comprendre, il faut comprendre que ça s'est passé comme ça, mais c'était pour le bien, c'était pas pour le mal. Ils étaient un peu égocentriques quand même, les mecs de radio, tu m'excuseras. Pour beaucoup, ils étaient égocentriques. Ah oui. C'était eux les chefs. Oui, Mais oui, ça se faisait pas. Toi, tu pouvais pas chez Chiffon Rouge, mais Claude François, les lundis au soleil, ça faisait un peu cul la praline. Mais c'était pour le peuple, c'était populaire. Très joli mot, populaire. C'est très, très beau. Hein. Mais il y a eu toujours des luttes comme ça dans les radios. Ça s'est domestiqué. Le mot est très bien dit. Ça s'est domestiqué maintenant, les radios qui existent encore et qui sont issues de tous ces grands-là, de ces mouvements-là. Ça s'est domestiqué. Maintenant, c'est devenu professionnel. Pas toutes, pour la plupart, parce que si tu n'es pas professionnel, maintenant, tu dégages. Comme ça, c'est vite fait. Mais c'est vrai que... C'est vrai, il y a toujours eu il y avait des conflits constamment dans les radios. C'était pas pour la musique, c'était entre les personnes, c'était de pouvoir. Enfin, moi, j'ai connu ça. Et quand je vois les radios maintenant, mais c'est... Ça, c'est inhérent à toute organisation. Alors que le parler populaire, il a ses truculences, il a cette façon, il a des choses, on a à apprendre du parler populaire. Voilà. Alors nous, comme on n'a pas duré longtemps à Nancy, on a laissé le parler populaire. Enfin, quoi qu'on avait, tu sais, quand même dans les syndicats, on avait aussi des façons, des fois, un petit peu fermées de parler. Mais quand les gens parlaient, nous, on n'a pas pu, parce qu'on n'a pas duré assez longtemps. Puis, deuxièmement, on ne savait pas faire autre chose. Oui. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans le livre de Janine Olmy, c'est que vous retranscrivez, alors vous disiez que vous avez eu justement ce matériel-là, ce matériau-là, par la retranscription qu'il y a eu des paroles, des paroles des personnes, elles sont retranscrites dans cet ouvrage.
c'est la dimension aussi de conservation et de transmission de la mémoire. Parce qu'on oublie aussi beaucoup que la mémoire ouvrière, c'est une culture à part entière, qu'on peut en apprendre, on peut y apprendre beaucoup de choses. Et c'est une très bonne idée de remettre cette parole-là par écrit. Est-ce que, justement, peut-être ce travail-là, aujourd'hui, où le monde ouvrier... Ça existe encore, mais il est sur le recul. Il est sur le recul, il ne représente plus une part aussi importante qu'il a pu représenter. Les radios de lutte ont disparu également. Transmettre ça, est-ce que c'est aussi cette volonté-là que vous voulez faire à travers vos conférences notamment? Oui, tout à fait. Je veux montrer... Alors moi, hier, j'étais dans un salon du livre, j'ai rencontré un syndicaliste, un éminent syndicaliste des Vosges, qui a été même le premier syndicaliste des Vosges au niveau de l'organisation. Je lui présentais les bouquins, puis j'ai dit, tiens, celui-là, c'est le dernier. Puis comme il est syndic, mais moi, il a dit, moi, ce qui se passe là-bas, nous, on est dans les Vosges, on n'est pas en Meurthe-et-Moselle. Et après, alors, vous voulez qu'on fasse des différences. Voilà. Hein non, mais c'est ça aussi. Voilà. Remarquez, ils sont très carrés. Oui, non, mais ça fait rien. C'est cette mentalité-là. Je voudrais reparler de Radio Graouli, parce que celle-ci, ça, elle a été vraiment la radio militante, radio anarchiste militante. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir un local qu'un auditeur nous a donné, va nous prêter. Elle est née dans quelle année? Alors, Graouli, c'était 79. 79, d'accord. Ah bah pareil, 79 la même année. Voilà. Ouais. Alors avant on émettait sur les Hauts-de-Sainte-Croix avec un tout petit émetteur. Non, 1980. On va tout juste avant la libéralisation des ondes, alors. Tout juste, et quand Mitterrand a libéré les ondes, on a eu un local, mais ça restait toujours la radio libre, la radio pirate. Pour nous, on a toujours été pirate, même si c'est une sacrée mentalité. Même avec le droit, on n'était plus pirate, ça devenait des radios libres. Mais pour moi, dans ma tête, c'est toujours encore maintenant. Alors que maintenant, ça n'a plus rien de pirate, les radios, sauf les animatrices, moi, il en reste plus. Peut-être dans les thèmes abordés, le ton aussi. Parce qu'on peut libérer les ondes et accorder le droit aux radios d'émettre, mais aller contre des tabous sociétaux, aller contre la pensée dominante, c'est que ça reste une fibre pirate. C'est comme ça que j'anime tous les lundis matins dans ZEP avec les gens du peuple qui sont là. J'ai toujours gardé cette façon d'animer cet esprit-là, de toute façon, aller chercher tout ce qui fait mal et tout ce qui est bien aussi. Donc sur cette radio, très vite, on s'est retrouvé une centaine d'animateurs. On s'est retrouvé que des techniciens de fortune, du matériel de fortune, puisqu'on n'avait absolument pas d'aide, bien entendu, les subventions. Très vite aussi, on a commencé à faire de la pub. Et ça marchait, parce que c'est une radio toute nouvelle que les gens écoutaient beaucoup, parce que c'était nouveau, même avec tout. Puis l'époque, le contexte. Mais oui, c'était l'époque, personne maintenant l'écouterait, parce que quoique. Donc très vite, on a commencé à faire de la pub. Très vite, avec les commerçants locaux sur Metz, on était sur Metz. Très vite, on a commencé à se différencier de beaucoup de radios qui étaient devenues, à mon avis, trop moutons. Faire un peu ce que les autres radios faisaient. C'est qu'on faisait la même chose. Je vois pas. Bon, bref. Très vite, on a commencé tout ce qui fait. Bon, les émissions avec les homosexuels qui, à la base, étaient considérés comme des anormaux, sous le toit. C'est pas si vieux. Avec les motards, avec les prostituées. On allait faire des émissions avec les prostituées devant la gare de Metz. On a fait tout ça. Alors, on était très mal vu de M. Roche à l'époque. Bien sûr, qui ne savait pas comment faire parce qu'à l'époque, les politiques venaient nous voir pour passer à l'antenne, parce que c'était tout nouveau, c'était... Et donc, on a fait des trucs complètement déments, quoi. Le plus dément qu'on ait fait, et ça nous a démonté la gueule, c'est faire une immense affiche, main grasse sur la ville. T'avais une main, t'avais un groin. Tout le monde avait reconnu M. Rouge.
paix à son âme. Et on avait collé ça partout en ville. Alors là, c'était la fin des fins. Là, ça nous a fait beaucoup de mal, par contre. C'est vrai. Mais on s'est pris énormément de liberté. On avait peur de rien. Pour se faire des thunes, on organisait des balles au sous-sol du grand blocos qu'on nous avait prêté. On organisait des soirées antillaises avec de l'alcool. Moi, je peux le dire, je risque rien, les flics. Non, c'est bien. On organisait des soirées antillaises avec de l'alcool, c'est normal. Mais pas de l'eau, ça va pas. Donc, tous les samedis, quand tu vois maintenant que les radios pleurnichent, quand elles organisaient un truc, ça fait rigoler. Tous les samedis, on était là et tout le monde était là. Parce qu'on luttait pour tenir ça, parce qu'on y croyait. On croyait beaucoup, et moi j'y crois toujours, mais bon, bref. Mais donc on a travaillé comme ça pendant 1 an ou 2. Et puis après, malheureusement, on tenait bien pourtant, mais des luttes intestines. Voilà. Et des luttes intestines, moi je me souviens, on avait une immense table de ferme qui faisait bien 3-4 mètres. On avait beaucoup de place. Alors, tu avais les pros Alain Genet et tu avais les pros Ariel Christoflo. C'est-à-dire que Alain Genet était quand même mon époux à l'époque. Donc, il y en a qui étaient pour mes idées à moi, il y en a qui étaient pour les idées. Ce qui fait que... On a tellement combattu pour la tenir pendant 2 ans. C'était nuit et jour. Mes enfants ont pas mal trinqué à l'époque, surtout mes filles. qu'on ne voyait pas C'était souvent. C'était votre Nirvana. Oui, c'est ça. J'emmenais mes filles. Moi, j'ai une photo avec mes filles qui est sous la table, qui est dans son couffin. Heureusement qu'elle ne pleurait pas. On faisait n'importe quoi, parce qu'on serait mis à chialer. Maintenant, on n'ose même pas faire un bruit. Toi, tu fais ça, tu te fringuais pas le technicien. À l'époque, on faisait des choses incroyables. On a fait il y a beaucoup d'écoutes, parce qu'il y avait ce culot qui faisait des émissions en direct avec prostituées. Et je faisais une émission avec une mère maquerelle en plus à l'époque. C'était avec les homosexuels. On se prenait des canettes dans les vitres par les fachos qui passaient. On est obligé d'appeler les flics, la honte. Au secours, ils nous embêtent. Et comme il y avait des flics qui écoutaient une émission, qui écoutaient certaines émissions, donc tout ça, c'était incroyable. Et maintenant, c'est sage. Alors justement, j'allais justement te poser la question, parce que donc à partir de début des années 80, les radios ont été libéralisées. Donc vous étiez plus sous le statut de radio pirate, vous aviez le droit d'émettre. Aujourd'hui, les radios associatives existent encore, heureusement. Oui, il y en a encore des comme ça. Et bien justement, c'était la question que j'avais envie de te poser. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir ce culot-là ? Oui. Et comment est-ce que tu vois justement la radio aujourd'hui avec toutes ces... Tu peux permettre d'avoir ce culot-là en faisant très attention à ce que tu dis. À l'époque, on ne faisait pas attention. On dit, Monsieur Roche, t'es un imbécile. On dit gaiement. Alors que maintenant, tu ne permettrais pas de dire ça. Certainement pas. Et puis, c'est complètement stupide. On est con, des fois complètement con. On se croyait malin alors qu'on nous a descendu la gueule. La preuve qu'on n'a pas été si malin que ça. Parce que les politiques et les flics ont toujours le dernier mot. Maintenant, on peut dire si, on peut le dire, mais en faisant très attention, en faisant un travail de journaliste d'investigation pour bien savoir ce que tu dis et que s'il y a un droit de réponse, que tu sois capable, ceux qui en face de toi, qui ne te démontent pas la gueule. Maintenant, c'est comme ça. Pas l'école. Oui, ça existe encore. Moi, je ne me gêne pas. Et je pense que toi non plus, dans cette radio, d'ailleurs, elle est bien connue, RCN, pour quand même être une parole libre. C'est plus une radio libre, c'est une parole libre. Peut-être une des seules de très loin en Lorraine, comme peut-être Radio Déclic aussi. Mais il existe encore des radios qui ne touchent aucune subvention et qui dégomment, que nous, on dégommait il y a 40 ans. J'en connais une qui est à Marseille, tu m'excuseras, ça fait loin, c'est sûr, qui s'appelle Radio Galère. Voilà. Elle ne travaille qu'avec des habitants. Et c'est la radio des habitants, comme ce que l'on faisait il y a 40 ans, ce qu'on a voulu, ça existe encore. Après, quand tu touches des subventions, ce qui est le cas de RCN, autrement on n'aurait pas cette beauté-là, voilà. T'es plus restreint, mais t'es plus restreint. Mais en même temps, ça te permet de vivre. Mais oui, mais il ne faut pas penser comme ça, parce que j'avais ce matin trois femmes, 2 femmes de quartier, bref, elles habitent toutes dans des HLM, et qui sont exprimées librement, elles, et qui ont dit que Batigère, il faudrait qu'on fasse des émissions avec eux, l'OMH, il faudrait, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc elles n'ont pas peur, elles, de le dire. Elles n'ont pas peur. Elle dit, vous savez les filles, il y a un droit de réponse. Oui, au contraire, on est content. Donc on retourne, mais avec la forme. C'est ça. La forme. RCN, c'est ça.
Enfin, pour moi, c'est ça, dans mes émissions, c'est ça. Et ce sera ça encore longtemps. Ah ben, j'espère. Si. Je peux ajouter une Bien chose. Sûr. Juste, tu me faisais penser, en parlant de la Moselle, vous avez été vachement gonflé, je trouve, parce que nous, alors, avec ce que je connais, on a essayé, avec la CGT de Moselle, de faire cette expérience radio. Il n'y a jamais eu moyen. Et ça, je l'ai su il n'y a pas longtemps. Il y a eu une réticence. Alors, ils disaient oui, non. Enfin, bon, ils grenouillaient. Alors, je pense que c'est le public, il devait penser que c'était trop éloigné du public, peut-être, à l'époque. Hein. Bah, la preuve que non. La preuve que non. Parce que Radio Mirabel, tu as encore des gens qui ont 60 ans, même 50 ans, qui s'en souviennent encore. Voilà. Donc, t'es pas éloigné du public. C'est ce que le public voulait entendre et enfin on osait le dire. Et puis parce qu'on a pris place, on a eu l'émetteur et puis on a eu problème avec des flics. Alain s'est retrouvé souvent en cabane, faut pas croire. Hein. D'ailleurs, il voulait rester, c'est encore une anecdote, parce que ce mec, moi je suis rebeu, mais alors lui, c'est le roi. Un jour, il ne savait pas comment l'emmerder. Un jour, ils viennent à la maison. Voilà, vous avez des PV à payer, vous ne les avez pas payés. Donc vous allez passer quelques temps en prison. C'est à Queuleux. Ah bon, maintenant on va en prison parce que tu ne paies pas tes PV. Ça ne s'est jamais passé. Ah oui. Écoutez bien les auditeurs. Ce mec-là, qui a travaillé après RFO en tant que reporter. Mais déjà complètement pirate, puis... Ah bah oui, emmenez-moi. Alors moi, bon, on fait avec, donc il m'emmène. Une de ses copines va payer l'amende. Moi, j'ai dit, tu restes, puis bon débarras, ça nous fera des vacances, parce qu'il commençait vraiment à me gonfler des fins. Je dis, très bien, moi je te laisse, je vais pas payer la caution. Une de ses copines va payer la caution. Il voulait pas sortir de prison. Je veux rester. Je suis bien, je vais écrire un livre sur les radios pirates. Ils l'ont sorti de force de prison. Ils n'ont jamais vu ça là-bas. Et tu leur en parles encore. C'est bien parce que s'ils avaient écrit un livre, j'aurais peut-être pas pu écrire le mien. Belle chute. Vous voyez l'esprit de cette époque, à quel point on était. Moi, j'ai 67 ans. Toi, tu es un peu plus que moi. J'ai 81 ans hier. Bon anniversaire, ma belle. On a gardé cet esprit extrêmement vivace, rebelle, jeune. Oui, c'est vrai. Et ça étonne beaucoup de personnes beaucoup plus jeunes. Oui. Voilà. Juste dans les quelques minutes qui nous restent, parce qu'une heure passe toujours très très vite. Des sujets comme ça. Pour parler juste de la fin de Lorraine Cœur d'Acier, combien de temps est-ce que la radio a vécu et comment Alors, Lorraine Cœur d'Acier, a vécu juste du 17 mars 1979 jusqu'à l'été 1980. Ils ont repris un peu à la rentrée 80, mais là, il y a eu un gros clash entre les journalistes et la CGT, parce que comme ils ne respectaient pas ce que voulait la CGT et que le Krasuki avait pris de l'ampleur, ils ont supprimé le paiement. Alors, c'était compliqué parce que le paiement, à l'époque, c'était plus la CGT nationale qui devait l'assurer. Et ils faisaient la feuille de paye, mais il fallait que ce soit l'ONUI qui paye. Et apparemment, les municipalités communistes avaient levé le pied, peut-être. J'ai jamais trop su. Ça s'est terminé comme ça. Et alors, la radio LCA Nancy a été ouverte par Henri Krasuki le 24 avril 1980 et le 4 juin 1980, les flics intervenaient, alors on n'a pas eu le temps de déployer toutes nos grandes capacités. Toutefois, on avait des copines qui étaient enseignantes d'ailleurs, qui étaient un petit peu plus à l'aise avec tout ça, qui ont fait des reportages de terrain à Pompey, dont j'ai retracé Donc toute cette histoire, vous la retrouverez dans les coulisses des radios pirates de Janine Olmy. Achetez-le parce que c'est vraiment c'est une belle histoire. Il n'est pas cher. Il n'est pas cher.
12 euros, 12 euros, pas cher. Il est pas cher, donc allez-y pour ceux qui sont intéressés aussi par l'histoire, parce que c'est un livre d'histoire. Allez-y, c'est vraiment à lire. Cette émission, vous pouvez, je vous le rappelle, la retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site de la radio en podcast sur www.rcn-radio.org, mais également sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez surtout pas à la commenter et à la diffuser le plus largement possible. Oui. Moi, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Tu dis comme moi. C'est vrai ? Ah, ouais. Tu vois, tu déteins. Tu déteins. Tant mieux. Merci Ariel merci de nous avoir invités. Qu'est-ce que c'est YouTube ? Et merci à Janine. On t'expliquera après. Ça sera l'objet d'une discussion postérieure à l'émission, en tout cas. Au revoir. Au revoir à tous, à la semaine prochaine. J'ai foutu tout le truc en l'air, là.